Bonjour, merci aux organisateurs pour l'invitation et merci à vous d'être là. Ça fait plaisir de voir une salle remplie comme ça sur un sujet de dépistage. Il y a parfois des sujets plus complexes, y compris dans le dépistage. Alors, je n'ai pas de lien d'intérêt particulier sur le sujet. Je suis donc Frédéric Debelle, je suis responsable du département prévention à l'Institut national du cancer. Donc, prévention à la fois prévention primaire et prévention secondaire ou tertiaire. Juste quelques données, alors pour reprendre un peu celles qu'a donné Kevin avant, sur des données françaises. C'est un enjeu majeur de santé publique, le cancer du poumon, son dépistage également. C'est le deuxième cancer le plus fréquent chez les hommes et le troisième chez la femme. 53 000 par an, c'est quand même assez conséquent. Première cause de décès, donc ça il l'a dit, chez l'homme et chez les femmes, 30 000 décès par an, en légère augmentation chez la femme et en légère diminution chez l'homme, mais quand même plus important chez l'homme. Je vous rappelle aussi, mais vous le savez, c'est pas vous faire injure, que plus de 80% des cancers du poumon sont liés au tabac. Il y a d'autres cancers, d'autres localisations également qui sont la cible, enfin qui sont générés par la consommation de tabac, et on a un risque relatif qui est autour de 15 à 20 après consommation de tabac pour le cancer du poumon. Donc c'est vraiment quelque chose de majeur, et d'autant plus que le sevrage tabagique, on le sait, c'est toujours bénéfique, quel que soit l'âge, quelle que soit la durée de consommation et quelle que soit l'importance de la consommation. Ça augmente avec la durée de l'abstinence, et c'est encore valable quand on a un cancer du poumon. Donc ça c'est un message que je pousse en complément du sujet, c'est vraiment continuer et persister sur le sevrage tabagique. Alors juste pour rappeler que le dépistage, alors il y a une définition OMS sur laquelle on se replie assez facilement, c'est vraiment faire la part entre les personnes qui sont apparemment en bonne santé et probablement atteintes d'une maladie, d'un cancer en l'occurrence, et celles qui en sont probablement exemptes. On reste sur des probabilités, et l'idée qu'on a avec un dépistage ou un programme de dépistage qu'on met en place, c'est d'aller essayer de détecter le plus précocement possible le cancer, à un stade précoce, à un stade où il est encore curable, ou plus facilement curable, ou en tout cas le traitement, la prise en soin permettra de laisser moins de séquelles et donnera un meilleur pronostic. Et je rappelle, ce sont les chiffres du haut, que sur les cancers de stade 1, on est autour de 70% de survie à 5 ans, ce qui est pas très élevé déjà, et pour les cancers de stade 4, on est sur du 10%. Alors, stade 1, quand on est sur du stade 1A accessible à la chirurgie, on est autour de 90% de survie à 5 ans. On est bien d'accord qu'il y a des biais d'avance au diagnostic et tout ça, ça doit être pris en compte, mais en tout cas, le principe, c'est celui-là, c'est d'essayer d'aller chercher des cancers à un stade le plus précoce possible. Il y a des études, et en particulier une étude qui a un peu emporté la conviction de la communauté scientifique et de la haute autorité de santé quand elle a examiné les données, c'est celle effectivement d'aller chercher les stades le plus précocement à un stade curable. Donc ce qu'on voit, c'est que si on prend la colonne du milieu, pour les cas de cancer qui seraient détectés sans lien avec le dépistage, on a un pourcentage qui est de 7% de détection pour les stades 1A et 51%, 52% pour le stade 4. Et on voit que quand on passe au dépistage, on renverse la probabilité, en fait, la distribution des cancers détectés. Donc il y a un réel intérêt à dépister. D'autant plus que c'est confirmé par des données. Donc là, ça a déjà été présenté par Kevin également, qui montre en termes de méta-analyse qu'on a autour de 20% de la réduction de mortalité spécifique liée à ce cancer. Donc on est sur quelque chose qui est assez fort en termes d'impact. C'est comparable aux chiffres qui ont été avancés pour le dépistage du cancer colorectal, pour le dépistage du cancer du sein. Donc on est sur quelque chose, un terrain connu. Ça n'empêche pas malgré tout qu'il faille faire une balance bénéfice-risque. Alors là, c'est juste une diapositive pour rappeler aussi ce qu'on entend, parce qu'il y a beaucoup essayé de vendre les programmes de dépistage, en particulier dépistage des cancers du poumon, en disant on va tellement détecter tôt qu'on va faire des économies. En fait, on va économiser sur les chirurgies, on va économiser derrière sur le traitement, le suivi de manière générale. Et donc ça vaut le coup, parce que rien que ça, c'est un argument qui peut emporter la conviction. Le dépistage des cancers du poumon, et ça je fais référence à un bon rapport qui a été produit par une agence belge, ça coûte de l'argent. Quand on dépiste, pour une année de vie gagnée ajustée sur la qualité, ça coûte 18 000 €. Donc on ne va pas économiser de l'argent,
L'objectif, c'est vraiment un objectif de santé publique et d'économiser en termes de décès liés au cancer du poumon. Ça vaut le coup de le savoir et de le rappeler parce que c'est vraiment un objectif certain. Et il y a une vraie volonté qui est portée au plus haut de l'État. Alors là, je vous ai mis une petite incrustation sur le président de la République qui a annoncé le programme. C'est que l'idée derrière, c'est vraiment la santé publique. Donc, il l'a annoncé en février 2021. C'est quelque chose que nous, on avait inscrit dans la stratégie décennale de lutte contre les cancers qui vaut pour 2021-2030. Donc, c'était la première annonce du président, qu'on a porté également au niveau européen dans des recommandations de l'Union européenne pour le déploiement de programmes pilotes de dépistage des cancers du poumon, avec l'idée que c'est vers ça qu'on allait en France. Je rappelle que l'action qui figure ici en bas, 1.13.5 de la stratégie de lutte contre les cancers, c'est d'évaluer la faisabilité. Ce n'était même pas de déployer directement un programme de dépistage. On savait qu'il y avait des choses encore à démontrer. Et je rappelle juste sur le côté que tout ça, ça rentre, ou ça s'interface avec un cadre plus général qui est de lutter contre la consommation de tabac et les cancers qui y sont associés. Dans un contexte où il y a déjà de nombreux projets qui sont déployés en France. Alors je vous en ai illustré quelques-uns ici. Au centre, ces cascades, c'est une grosse étude parisienne, mais un peu au-delà, qui concerne les femmes. Il y a également un programme de dépistage des cancers du poumon qui avait été déployé, une étude qui avait été déployée dans la Somme. Interception, qui est quelque chose qui est porté par un Gustave Roussy, qui consiste à essayer de repérer les personnes à risque pour leur proposer un suivi adapté, au-delà du poumon, de manière plus générale. Acapulco, qui était dans le sud, Corse et un peu PACA. Et pour le coup, d'autres engagements assez forts, en particulier des radiologues, sur le dépistage du cancer organisé et également pour la formation des radiologues et l'agrément derrière. Donc, on arrive à ça et au final, en 2022, donc plus d'un an après la parution de l'étude Nelson, la HAS actualise son avis de 2016. Donc on a eu beaucoup de liens avec eux et il y avait une grosse expertise qui était menée chez eux. Et ils finissent par conclure, en fait, que contrairement à ce qu'il y avait en 2016, que le dépistage des cancers spiralés faible dose, ça conduit à une diminution en termes de mortalité spécifique et du taux de détection des cancers bronchopulmonaires à un stade tardif. Ça augmente le taux de détection à un stade précoce. Ils mettent en parallèle une augmentation du taux de surdiagnostic. Donc ça, c'est normal. Enfin, dans la mesure où on est dans un dépistage, c'est un inconvénient, une limite dont il faut avoir conscience. Ils relèvent qu'il y a des données manquantes. J'en ai cité quelques-unes et on reviendra derrière dessus. Et au final, ils pointent un besoin d'expérimentation en vie réelle pour documenter différents éléments en France en particulier, avec besoin de portage d'un programme pilote par l'Institut national du cancer. Dans les points qui restaient à préciser, alors des points qui existaient, qu'on pouvait trouver dans la littérature, mais eux sont concentrés essentiellement sur les méta-analyses. Il y avait tout ce qui concernait la population cible. Donc, quels étaient les critères d'éligibilité sur la quantification du tabac, l'âge, le sexe, les taux de participation optimum, des procédures de dépistage à régler, parce qu'en fonction des études, on a des schémas, des protocoles de dépistage qui peuvent être différents. Quelle est la durée? Est-ce qu'on part sur 1 an, sur 5 ans? À quelle fréquence on répète le dépistage? Dans quel intervalle? Est-ce qu'il y a une place pour l'intelligence artificielle? Et je vais rajouter la seconde lecture également, comme ça peut exister pour le dépistage des cancers du sein. En termes de sécurité, il y a des questions qui se posent également sur la dose qui est acceptable de manière globale, en fait, pour la procédure de dépistage, des critères de qualité qui sont à développer pour les scans, comme ça existe pour les mammographies, et les risques liés en particulier à la détection de faux positifs. Tout ça sans parler des impacts organisationnels. On pense à la saturation des filières en aval de la détection pour les cas positifs ou les cas indéterminés, les enjeux économiques, les enjeux d'accessibilité. On sait que dans les différents programmes, projets ou études qui ont été développés au niveau international, il y a des gros problèmes d'adhésion sur le long terme au programme de dépistage. Je fais mon premier, je suis rassuré, je m'arrête, je passe à autre chose, éventuellement je continue de fumer. Et finalement, l'acceptabilité de la procédure dans son ensemble, ça vaut pour le scan, mais ça vaut aussi pour les biopsies qui vont suivre derrière et pour le traitement.
Donc on part sur un programme pilote qui combine à la fois scanner spiralé faible dose des poumons, sans injection, et un programme d'accompagnement à l'arrêt du tabac pour les fumeurs, parce qu'on considère qu'en fait, en termes d'efficacité, c'est l'ensemble qui va nous permettre de réduire à la fois l'incidence et la mortalité derrière. En cours de route, quand on démarre sur ce programme pilote, il y a beaucoup de discussions au niveau juridique pour qualifier ce qu'on va faire en fait. Est-ce qu'on part sur un programme de santé publique? Ça, c'est ce qui avait été fait par exemple pour le dépistage du cancer du col de l'utérus. On était parti sur des expérimentations et ensuite on a généralisé, ce qui peut poser problème aussi. Ou alors est-ce qu'on part sur une étude? Beaucoup d'avis divergents, beaucoup d'avis juridiques. Au final, l'instance qui tranche, c'est la NSM, qui rend un avis qualifiant l'étude de RIPH2. Donc c'est une recherche interventionnelle sur la personne humaine. Elle considère qu'en fait, il y a des risques qui sont quand même liés à l'intervention, qui ne sont pas nécessairement documentés. Alors, dans la balance bénéfice-risque, on est plutôt rassuré, mais en tout cas, il y a besoin de les documenter pour aller plus loin. Malgré tout, donc, contraintes minimes et donc RIPH2, ce qui nous impose un tas de contraintes en fait en termes de déploiement derrière. On n'est pas sur un programme de santé publique. Et ça veut dire, pour une question qui a été abordée juste avant, qui était la place du médecin généraliste, de toute façon, en l'état, on est obligé de passer par le médecin généraliste pour l'inclusion dans le cadre de cette RIPH2, ce qui n'est pas forcément le cas dans un programme de santé publique. Donc pour progresser, en se disant qu'on veut à terme un gros projet, une grosse étude au niveau national qui va faire office de programme pilote de dépistage des cancers du poumon, on part sur un consensus formalisé pour essayer de définir ce qui fait consensus au niveau de la littérature, au niveau des professionnels, et qui permettrait de dégager l'ossature d'un programme qui serait finalement les invariants à prendre dans n'importe quelle étude qui nous serait soumise. Et donc, avant de passer un cahier des charges, on établit un référentiel opérationnel dans lequel on va aborder certains des points qui ont été mentionnés ou évoqués par la Haute Autorité de Santé, dès lors qu'on peut les trouver dans la littérature ou que ça fait consensus entre professionnels. Je ne vous fais pas le schéma, c'est un schéma classique en termes de consensus formalisé avec un groupe de pilotage, un groupe de cotation et une relecture plus large par des sociétés savantes ou des professionnels. Donc on sort ce référentiel opérationnel qui va aborder différentes données. Je vais revenir sur quelques-unes d'entre elles après pour que vous donniez un peu de corps quand même. Donc qui va aborder le ciblage, les modalités de l'examen, les modalités d'aide à l'arrêt du tabac, quelques aspects organisationnels de seconde lecture, par exemple, d'assurance qualité, de seconde lecture, mais aussi de données à remonter, et finalement l'évaluation qui va être conduite. Et en parallèle, ce qu'on lance, c'est une modélisation du surdiagnostic. On sait qu'on a du surdiagnostic, donc il va falloir l'évaluer, ne serait-ce que si on veut inclure des personnes dans une étude, il va falloir documenter les risques qu'il peut y avoir, ou en tout cas les limites de l'étude. Et on travaille également avec l'IRSN sur une modélisation de l'effet des radiations en termes de cancer radio-induit. Donc ça, la réponse, c'est pas pour tout de suite, ça va être un peu plus long. Dans le référentiel, je vous ai mis 2 points qui sont majeurs, mais juste pour vous l'illustrer, je vous invite à retourner vers ce référentiel opérationnel. Donc le dépistage sera proposé, alors j'ai vu que Kevin avait donné des données sur le canton de Vaud. Nous, au final, on est parti sur 50 à 74 ans, fumeurs ou anciens fumeurs ayant arrêté depuis moins de 15 ans et dont la consommation est évaluée à 20 paquets années ou plus, avec une acceptation en descendant jusqu'à 15 cigarettes par jour pour une durée de consommation de 25 ans et jusqu'à 10 cigarettes pour une durée de consommation de 30 ans. L'idée, c'est en prenant ça, qui sont finalement un aménagement ou une combinaison des critères de NLST, de Nelson, de Mild, c'est d'arriver à prendre en compte la prédominance de la durée de consommation relativement à la quantité qui est fumée. Parce qu'avec l'idée derrière qu'il faut sélectionner une population cible qui est déjà à très haut risque, et c'est... n'importe qui ne rentre pas dedans. En France, on est autour de 3 millions et demi de personnes qui rentreraient, qui constitueraient la population cible, parmi les fumeurs qui sont autour de 20 à 25%. Sur les modalités, l'intervalle entre 2 scanners spiralés faible dose, 1 an pour les 2 premiers et 2 ans pour les suivants, avec, pour l'instant, on s'arrête à 5 ans, puisque la visibilité qu'on a en termes de programme, c'est de se dire on fait un programme pilote pour une durée de 5 ans avec un éventuel élargissement, une généralisation entre 5 et 10 ans. Donc 0, 1 an, 3 ans et 5 ans.
et une proposition d'aide à l'arrêt du tabac qui doit être systématique dès lors que la personne est encore fumeuse et qui doit être concomitante à l'évaluation de l'éligibilité, sachant qu'elle ne conditionne pas, bien sûr, la réalisation ou non du scan et inversement. À la suite, on élabore un cahier des charges. Donc, tout ça, on l'a fait avec les professionnels. Quand on dit l'INCa, finalement, c'est les professionnels qu'on arrive à réunir. Et ensuite, on a constitué un cahier des charges pour sélectionner donc, un promoteur et un projet de recherche qui répondent à ce qu'on souhaitait mettre en place compte tenu de ce qu'on avait déterminé dans le référentiel opérationnel et des questions qui se posent encore qui se posaient par exemple pour la HAS. Donc l'idée, c'est vraiment de documenter à minima les différents points qui ont été identifiés par la Haute Autorité de Santé, auxquels on peut rajouter l'accès, les questions d'accès, les questions de score aussi, qui ont beaucoup été évoquées quand on a travaillé sur le référentiel, éventuellement des biomarqueurs, des questions de repérage, des modalités de repérage. On sait très bien qu'on ne va pas déployer au niveau national directement sur l'ensemble du territoire et dans tous les cabinets. Donc on part vraiment sur un déploiement qui est progressif, avec des analyses qui seront intermédiaires, qui vont nous permettre de modifier en cours de route éventuellement le programme, de sorte à arriver à une préfiguration du programme à 5 ans. On a prévu un gros budget derrière, donc avec une partie qui est financée par l'INCa pour tout ce qui concerne l'étude de manière générale, une autre partie qui est financée à 100% par l'assurance maladie pour ce qui est des scanners, des examens et des consultations, et enfin d'autres interlocuteurs, d'autres institutions qui sont impliquées. Ça peut être les ARS au niveau régional et ça peut être d'autres financeurs. Je précise que l'unité géographique au niveau du programme, c'est la région, et donc il faut un accord spécifique de l'ARS pour démarrer le programme dans la région. Et ce sera un des objectifs des porteurs de projet. Les différents attendus de l'étude, alors j'en ai listé toute une partie, ce qui peut faire un peu utopique, mais vraiment on peut y répondre. C'est tout ça qu'on a besoin de documenter, à minima. Donc, tout ce qui est performance du dépistage, ça avait été pointé par la HAS. Alors, en termes de spécificité et de sensibilité, là, on pourrait se dire, oui, mais ça, c'est démontré, le scanner, on connaît la spécificité et la sensibilité. Ce qui nous intéresse, c'est ça, en fonction de la population cible, mais c'est aussi la sensibilité, la spécificité du programme et finalement la VPP derrière, la VPN qu'on peut avoir pour le programme dans son ensemble. Le programme, ce n'est pas simplement un scanner avec un dispositif médical, une technologie. C'est un ensemble, c'est la manière dont on aborde les gens, dont on les contacte, dont on les inclut, dont on les suit. Et c'est ça qui va faire le bénéfice sur le long terme. Et ce n'est pas, finalement, de faire un scan une fois. Donc, c'est tout. Tester plusieurs modalités de repérage. Un de nos objectifs majeurs, c'est de ne pas créer des inégalités et d'arriver à embarquer le plus facilement possible et de manière facilement, c'est le plus d'impliquer finalement vraiment la population également dans le dépistage, parce qu'on connaît sur un autre dépistage, par exemple, qui a démontré ses preuves également sur le colorectal, on a des taux de participation qui sont ridicules, on est autour de 35% actuellement. On sauve des vies, mais ce n'est pas suffisant et on pourrait montrer beaucoup plus. Le taux d'adhésion, ça je vous en ai parlé. Le taux de complication, on sait qu'on a des investigations locales invasives qui sont à prendre en compte. Tout ce qui concerne la proposition d'aide à l'arrêt des tabacs et l'effet de l'un sur l'autre, arrêt du tabac et scanner. La faisabilité et la pertinence d'une double lecture. Donc ça, je pense qu'on va s'arrêter en cours de route en fonction des données qu'on obtiendra. La faisabilité et la pertinence de l'intelligence artificielle, ça c'est important pour les radiologues également. Alors quelqu'un en a parlé tout à l'heure, c'est tout ce qui concernait les découvertes fortuites avec les calcifications coronaires, l'emphysème, l'ostéoporose et puis généralement les incidentalomes. Ça nous concerne aussi. L'impact au long cours sur les filières de soins. Toute filière de soins, ça peut être la reprise par le médecin généraliste, ça peut être les pneumologues, ça peut être les oncologues, ça peut être les addictologues, le diagnostic aussi, enfin tout le monde est concerné, donc on a besoin de le documenter pour avoir une estimation de coût également, estimer les besoins. Et au final, on rajoute les scores de risque. Donc tout ça, c'est ce qui figure comme objectif. Voilà. Alors, où on en est? Donc on a élaboré le référentiel, je vous l'ai dit, on est passé en comité d'expertise, ça c'est notre sauce. On a fait un tour de table institutionnel pour réunir les financements, élaborer un cahier des charges. On est dans la sélection d'un projet. Il y a un projet qui nous a été soumis au 15 novembre et sur lequel on travaille à l'heure actuelle. L'idée, c'est de conclure
une convention soit en fin d'année, soit en début d'année prochaine, avec un objectif de démarrer les premières inclusions fin d'année 2025. Je ne vous cache pas que c'est quand même assez limité comme délai, parce qu'il y a beaucoup de formalités administratives qui vont devoir être prises en compte. Il y a également beaucoup de points spécifiques professionnels qui vont devoir être définis, et ce n'est pas gagné. Voilà. Je vous remercie de votre attention.